BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur BFM Business pour BFM Crypto, le club. Comme toutes les semaines, c'est une émission spéciale questions-réponses. Je vais vous rappeler notre adresse, celle où nous écrire crypto@bfmbusiness.fr. Vous nous posez toutes les questions que vous voulez sur le sujet, sur ce secteur, sur cette sphère très particulière pour des demandes d'informations, savoir comment vous entrez dans les crypto-monnaies par exemple. Et on va répondre à vos questions pendant une demi-heure avec Morgane Henneland, fondatrice de Crypto 360. Bonjour Morgane. Bonjour Sandra, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver. Et Stéphane Ifra, senior manager chez CoinHouse. Vous allez bien Stéphane? Oui, très bien, merci. Bonjour Sandra. Bonjour. Allez, on va partir déjà sur les premières questions. Je vous rappelle quand même l'adresse à nouveau, crypto@bfmbusiness.fr. Vous avez été nombreux à nous écrire cette semaine. Mathieu nous demande tout simplement, Bitcoin va-t-il atteindre le million? Stéphane. Alors, j'allais dire, c'est la question à 1 million d'euros. En fait, il y a un modèle qui existe depuis très longtemps dans le secteur crypto qui est basé sur la rareté du Bitcoin et qui se définit un peu par analogie de ce qui se fait sur l'or, donc sur les métaux précieux. Celui-ci existe depuis très longtemps et il a une très très bonne corrélation entre le prix du Bitcoin et ce modèle. Alors, il a été un peu refité avec le temps et la dernière projection qu'il donne, ça serait 1,3 million à la fin de ce marché haussier, donc plutôt sur la fin d'année 2025. À l'automne, quoi. Ouais. Alors, personnellement, si vous me demandiez est-ce que je mettrais mon argent pour avoir 1 million de dollars sur un Bitcoin à la fin de l'année, je suis pas certain. Mais en tout cas, le modèle existe. Il est là depuis très longtemps. Il s'appelle le stock to flow, pour ceux qui veulent chercher, et qui compare simplement la production de Bitcoin avec le stock existant. Et qu'est-ce que vous avez regardé, vous, pour répondre à cette question, Morgane? Alors, je pense que la question, elle est plus si, mais plutôt quand. Oui. Je pense qu'effectivement, on pense que Bitcoin ira à 1 million. Alors, pour ce cycle-ci ou pas, c'est ça la vraie question. Moi, c'est vrai que j'aurais plutôt vu peut-être le cycle prochain. Maintenant, j'ai pas de boule de cristal. On va voir ce qui va se passer, l'offre et la demande. Il y a une adoption quand même qui est massive. Je me suis quand même intéressée à une hypothèse de quelqu'un que je respecte beaucoup dans l'écosystème, qui est un cryptographe assez connu, qui s'appelle Adam Back. Adam Back, qui c'est? C'est un des fondateurs d'un projet, un ancêtre du Bitcoin, on l'appelle comme ça, Hashcash. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est lui qui a introduit la preuve de travail, le proof of work. Proof of work, ouais. Exactement. Sur laquelle est basé Bitcoin, du coup. Exactement, avec son projet Hashcash, c'était ça l'idée. Ça a été repris par Satoshi Nakamoto dans le white paper, il l'a cité. Donc c'est quelqu'un qui compte dans l'écosystème et lui, il verrait éventuellement un montant à 7 chiffres sur Bitcoin à une condition, qu'on ait une réserve fédérale aux États-Unis, en Bitcoin évidemment. Donc pour lui, ce serait une condition sine qua non, mais ce serait une possibilité. Donc à voir. Oui, effectivement. Bon, ça veut dire que ceux qui, et on a cette question assez souvent, surtout depuis le passage aux 100 000 $, est-ce qu'il est encore temps de rentrer? Stéphane, ça veut dire qu'on dit oui, probablement. Je pense que oui, parce que même si dans, on va dire, mes anticipations, le $1 million à la fin de l'année, il est certainement un peu challenging. Alors certainement qu'avec l'aide des États-Unis, qui sont d'ailleurs en train d'étudier le sujet sur la réserve, puisqu'il y a une commission qui a été nommée et qui est en train de travailler, qui a à peu près 6 mois pour rendre son avis. Si effectivement elle se prononce favorablement, c'est sûr que d'avoir un acheteur, et leur target c'est à peu près 1 million de bitcoin à acheter. Donc ce qui est une très très grosse partie, et je suis pas sûr qu'il y ait 1 million de bitcoin facilement disponible à la vente. Voilà, donc si ça arrive, alors oui, je pense qu'on peut avoir une très belle année. Je pense que le million, ça sera très compliqué. Pour moi, sur la fin d'année, si je devais mettre un chiffre, j'irais entre 200 et 250 000 $. Mais voilà. Après, une fois que le marché part, on est dans une partie un peu irrationnelle. Et tous ces marchés, et y compris d'ailleurs d'autres marchés financiers plus classiques, il y a une partie un peu irrationnelle. On le voit un peu sur l'or en ce moment, alors dans une moindre mesure parce que c'est moins volatile, mais on rentre dans la phase exponentielle où ça peut aller très très haut. Oui, la phase exponentielle, vous avez raison de le dire. La question de Michael, comment Ethereum ambitionne-t-il de devenir un Internet décentralisé? Morgane. Oui, alors Ethereum, en fait, il se différencie de Bitcoin. Pourquoi? Parce que, alors Vitalik Buterin, qui est un des cofondateurs d'Ethereum, il était déjà très imprégné quand même de l'écosystème de Bitcoin. Il avait écrit le Bitcoin Magazine à l'époque et il avait voulu aller un petit peu plus loin que Bitcoin. Bitcoin, bon, c'est l'or d'Internet, c'est la première monnaie d'Internet, ça dépend un peu comment on veut l'appeler, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Et il s'est dit, mais moi j'ai envie de créer un projet qui va aller au-delà
de l'argent, mais de l'utilité, l'utilisation, les applications qu'on pourrait voir. Une sorte d'univers plus large. Un écosystème un peu vivant qui permettrait de créer des applications, mais c'est ce qu'il a fait avec Ethereum. Ethereum, ce qui le distingue, c'est en fait d'avoir des applications décentralisées qu'on appelle les DApps, d'avoir des smart contracts, des contrats intelligents, tout l'écosystème de la DeFi, des NFT. Donc on a des protocoles par exemple qui sont assez intéressants sur Ethereum, c'est l'ERC20, ces projets qui n'ont pas besoin de créer leur propre blockchain et qui vont en fait déposer bagage sur Ethereum pour créer leurs propres jetons notamment et jouir de la sécurité d'Ethereum. On a aussi le ERC721, le ERC1155, c'est la famille des NFT. Et les NFT, on sait qu'ils peuvent faire énormément de choses. Donc oui, Ethereum pourrait être vu comme l'Internet décentralisé parce qu'on a des smart contracts, on a tout cet écosystème qui est mis à disposition finalement d'applications qui pourraient venir remplacer ce qu'on connaît aujourd'hui dans le monde Web 2, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Peut-être que le réseau social de demain sur blockchain, donc de manière décentralisée, il a effectivement plus de chances de naître sur un Ethereum qu'un Bitcoin. Et un Google aussi, par exemple, ce serait plutôt sur Ethereum. Mais attention, Bitcoin n'est pas en reste. Il y a quand même eu une grosse mise à jour dernièrement sur Bitcoin, Taproot, la dernière, qui a permis en fait d'avoir un nouveau langage, le TapScript. Et en fait, qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet d'avoir les premiers smart contracts, alors plutôt légers, mais sur Bitcoin directement. Il y a aussi des projets comme Stacks qui permettent en fait d'avoir maintenant de la DeFi. Ils ont une volonté d'amener ce qu'on a déjà sur Ethereum un petit peu sur Bitcoin. Donc Bitcoin n'est pas en reste, mais voilà, il y a encore du chemin. Donc effectivement, Ethereum est plutôt bien placé dans la course. Mais il y a beaucoup de concurrents à Ethereum aussi. Je tenais à le préciser. Stéphane ? Oui, je vais tout à fait dans ton sens. Globalement, c'est un écosystème ou plutôt un outil technologique qui permet de développer beaucoup de choses. Là où effectivement Bitcoin n'avait qu'une utilité qui était de l'échange de valeurs, l'idée d'Ethereum, c'est de permettre de faire émerger des business, des use cases, où vous allez avoir à la fois des utilisateurs et des apporteurs de projets ou des porteurs de projets. Je pense par exemple à un Aave où ça vous permet de faire du prêt décentralisé. Donc il y a des gens qui ont des cryptos qui veulent avoir une rémunération dessus. Et il y a une application finalement qui gère ça complètement automatiquement pour l'ensemble des utilisateurs. Voilà. Donc Internet au démarrage, c'était surtout quelque chose, on va dire, de très technologique. Oui. Et puis, à un moment donné, il y a des gens qui se sont dit, je ne sais pas comment ça marche Internet. Par contre, je sais ce que ça peut me permettre de faire et ça va me permettre de monter des business. On peut penser à des Amazon ou plein d'autres sociétés qui ont émergé dans les années 2000. Ils ont utilisé un outil qui était disponible pour en faire finalement des outils de tous les jours et des outils de business. On va répondre à la question de Victor. Un jeune de 21 ans devrait-il emprunter pour investir en crypto et entreprendre ? Bonne question. Qui veut commencer ? Moi, je veux bien me lancer. Stéphane. Je suis obligé de dire non. Ouais. Le principe de départ, c'est d'investir l'argent dont on n'a pas besoin. Oui, exactement. C'est ça. Alors après, dans son cas particulier, il est jeune et donc il a un peu plus de temps devant nous que d'autres personnes, que d'autres investisseurs. Pour autant, je ne pense pas que ce soit un bon conseil d'investir de l'argent qu'on n'a pas, qu'on emprunterait en espérant gagner, donc rembourser son prêt et avoir un petit pécule pour démarrer son entreprise. Pourquoi ? Parce que on ne sait jamais quand on se met à investir si on ne va pas passer par un état de marché où on va avoir un moins 80, moins 90%, ce qui est arrivé plus d'une fois dans le marché crypto. Et dans ce cas-là, je pense que même lui, d'un point de vue psychologique, quand vous avez investi, vous vous dites oui, mais dans 5 ans, ça vaudra beaucoup plus. Là, juste, ça vaut quand même 10% de mon investissement initial et que je n'avais pas cette somme-là, je pense que c'est juste la meilleure recette pour faire des bêtises. L'erreur à ne pas faire. Vous êtes d'accord, Morgane ? Je rejoins 100% Stéphane. Pourquoi prendre plus de risques déjà avec un crédit, avec un emprunt ? Déjà, investir en crypto, il faut quand même être honnête, c'est déjà une prise de risque. Donc, j'irai pas chercher un double risque. Et puis surtout, il a l'avantage d'être jeune, Victor, 21 ans. 21 ans. Le temps, il va jouer en fait à sa faveur. Et il a vraiment le temps de commencer avec des petites sommes. Et c'est ça qu'on aime dans cet écosystème. C'est ouvert à tout le monde et on peut commencer avec très peu. Donc voilà, c'est ce que je recommanderais à ce jeune homme. Vous continuez à nous écrire crypto@bfmbusiness.fr. On continue à répondre à vos questions dans cette émission. Laurent nous demande, faut-il acheter le même coin Trump ? Quel avenir en bull run ? Morgane ? Alors moi, si on me demande si j'en possède, la réponse est non. J'aime pas trop faire de conseils financiers. Je pense qu'en fait, un meme coin, qu'est-ce que c'est ? À la base,
c'est quand même une blague, il n'y a pas vraiment d'utilité à ce type de crypto. Donald Trump a été quand même assez clair, je crois qu'il possède 80% en plus de la totalité de ses jetons. Donc voilà, il n'y a pas de oui ou non, ça dépend un peu de notre tolérance au risque. On n'a pas tous le même profil d'investisseur, donc apprenez à vous connaître et si vous êtes prêt à prendre ce risque-là, faites-le. Mais personnellement, c'est vrai que moi, je ne vois pas trop l'intérêt aujourd'hui. Stéphane, je suis d'accord, bien évidemment. Celui qui s'enrichit avec le même coin de Trump, c'est Trump. C'est Trump lui-même, exactement. Alors après, les 80% qu'il possède, s'il les mettait sur le marché, tout de suite, ça vaudrait zéro. Donc c'est une sorte de richesse virtuelle qu'il a. Le mieux qu'il puisse espérer faire, c'est trouver une utilité à son jeton, ce qui n'est pas du tout évident, puisqu'à la base, il n'a pas été créé pour avoir une utilité. C'était purement spéculatif. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est que l'entreprise qui a émis ce jeton est en train d'acheter assez massivement de l'Ether. Parce qu'ils ont quand même vendu 20% sur le marché, qui a été un gros succès. Pour trouver un rôle donc au même Trump ? Non, c'est, je pense, juste pour placer leur trésorerie. Ils se sont retrouvés avec 300 millions, parce que je crois qu'ils ont vendu pour l'équivalent de 300 millions de dollars de ce jeton. Donc ils se sont retrouvés avec une grosse trésorerie. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on va en faire. À court terme, en tout cas, ils sont en train d'investir sur l'Ether. Laurent nous demande quelle crypto choisir entre Theta et T-Fuel. Bonne question. Stéphane. Alors, Theta et T-Fuel sont... On rappelle ce que c'est déjà. Oui, exactement. Donc ça, c'est la chaîne Theta qui sert en gros à faire du streaming décentralisé. Il y a deux jetons, le Theta qui est plutôt sur la partie gouvernance et le T-Fuel qui est plutôt sur la partie utilité, et donc c'est comment faire fonctionner cet écosystème. Je ne saurais pas dire s'il vaut mieux aller sur l'un ou sur l'autre. En général, un jeton de gouvernance vous donne juste le droit, on va dire, d'influer un peu sur la politique du projet, mais sans forcément d'economics. Donc lui donner une valeur, c'est très difficile. Là où le T-Fuel, quelque part, il est beaucoup plus lié à l'utilisation. Donc si le projet est utilisé de plus en plus, vous pouvez vous dire que le jeton qui permet de le faire fonctionner aura une utilité et donc aura un prix. Voilà. Mais de là à dire il vaut mieux choisir l'un que l'autre, je n'irais pas me mouiller. Morgane ? Oui, pareil. Je soutiens ce que Stéphane vient de dire. C'est compliqué. Et puis, surtout, de nouveau, on ne connaît pas la personne qui nous pose la question. Enfin, quelle est son exposition au total sur l'écosystème ? Est-ce qu'il y a plusieurs actifs ? On n'est qu'en crypto ? Quelle est la tolérance au risque ? Quel est aussi le but de son investissement ? Et c'est pour soutenir un projet, c'est spéculatif, c'est pour conserver la valeur de son capital. Donc moi, j'ai beaucoup de mal à répondre à ce genre de questions. Il faut se poser ces questions, effectivement, avant tout. Michael nous demande pourquoi l'intérêt des banques et des États pour la crypto est-il perçu positivement, alors que cela va à l'encontre de la décentralisation. Oui. Morgane. Oui, alors c'est très pertinent cette question en même temps et ça soulève beaucoup de choses. La première chose que je dirais, c'est quel est l'actif qui est le plus courtisé finalement ? C'est Bitcoin. Oui. Bitcoin, c'est l'actif le plus décentralisé actuellement. Alors, c'est pas parce qu'un actif qui est décentralisé est acheté par des entités centralisées qu'il en est moins décentralisé. Ça, c'est la première chose. C'est le système, de toute façon, c'est le système technique qui est décentralisé. C'est inhérent, en fait, à Bitcoin. Ensuite, la deuxième chose que je pourrais dire, c'est que le fait que les premières entités centralisées qui sont un petit peu finalement exclues dans l'idée initiale de Bitcoin, c'est-à-dire les banques. Pourquoi ? On n'a plus besoin d'intermédiaires, donc on n'a plus besoin des banques. Et les États, puisqu'on ne dépend pas d'un État sur les blockchains, donc les premières qui sont exclues sont celles qui maintenant sont intéressées de venir courtiser et d'adopter le Bitcoin. Alors c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense que dans l'écosystème, on manque de légitimité, on manque de conscience, on manque de visibilité auprès des personnes qui ne comprennent pas cet écosystème. Alors si ça doit passer par le fait que des banques et des États s'intéressent aujourd'hui au Bitcoin, bon, peut-être à d'autres actifs, mais on va partir sur Bitcoin, mais pourquoi pas ? Parce que ça amène quand même une forme de légitimité. Et puis si nous, on peut passer des meilleurs repas à Noël avec les personnes qui n'y connaissent rien et qui nous prennent pour des utopistes ou qui ne comprennent pas notre intérêt pour le secteur, je dis pourquoi pas. Et puis je terminerai sur l'aspect investissement. Quand on investit dans un actif, c'est parce qu'on pense qu'il ne va pas aller à zéro. Donc effectivement, si on a des banques et des États qui adoptent l'écosystème ou qui achètent du Bitcoin, ça fait une pression sur le prix, l'offre et la demande. C'est intéressant effectivement pour nous. On est bien d'accord avec ça. Après, on ne peut pas dire que toutes les banques valident et que tous les États valident. Il y a quand même une forte résistance des institutions traditionnelles aujourd'hui encore, Stéphane. Oui, alors quand on regarde quand même les États-Unis qui ont ouvert le débat d'investir une partie de leurs réserves en Bitcoin, on peut se dire que le débat, il est
presque clos. Ah, vous êtes très optimiste, ouais. Non, je dirais presque clos parce qu'il y a quelques mois, jamais on ne se serait permis de penser ce genre de choses. Alors, est-ce que c'est, on va dire, une attitude électorale que peut avoir M. Trump, ou au contraire une véritable conviction parce qu'il est entouré de gens qui lui ont peut-être montré l'intérêt d'aller dans cette direction? Ça, on n'en sait rien. On le verra certainement plus tard. Mais c'est quand même quelque chose de majeur d'avoir les États-Unis, donc en gros la première puissance mondiale, qui se dit, est-ce que j'investirais pas une partie de mes réserves dans cet actif? Oui, quoi qu'il arrive. C'est marrant, hein, c'est vraiment l'aspect réserve stratégique qui a l'air de nous faire basculer d'une époque à une autre, en fait. En fait, on peut quand même voir le Bitcoin comme un moyen facile de faire des échanges internationaux sans effectivement passer par le système financier traditionnel. Est-ce qu'il y aura 90% des échanges qui seront faits sous cette forme-là? Certainement que non, puisque le système actuel fonctionne bien. Oui. Par contre, est-ce qu'il y aura une petite partie des échanges qui seront faits avec ce nouvel instrument? Certainement que oui, parce qu'il a beaucoup d'utilité et il n'est pas cher du tout et il est transparent pour tout le monde. Et il y aura un use case sur une petite partie des échanges, mais ça suffira largement par rapport à d'où on vient et toutes les questions qu'on a pu se poser par le passé. Oui, tout à fait. Delphine nous demande, quel est l'intérêt du Bitcoin par rapport aux autres placements? Morgane. Oui. Moi, quand je compare Bitcoin avec les autres classes d'actifs, les plus grosses, c'est lesquelles? C'est l'immobilier et c'est la bourse, par exemple. L'immobilier, ça existe depuis la Mésopotamie. Les premières sociétés, il y avait un intérêt à avoir un registre foncier pour acheter des biens immobiliers, les revendre, etc. Donc, la confiance, elle est déjà là. Ça remonte à tellement loin, l'immobilier. Par contre, l'immobilier, il faut quand même avoir un bel apport, en général, pour commencer. Il faut faire un crédit hypothécaire, peut-être avoir une belle situation au niveau d'un travail. Et ce sont, en fait, des barrières, quand même, pour avoir accès à la propriété, je trouve, immobilière. Oui. Et puis la liquidité. Enfin, les actifs immobiliers, on ne peut pas les revendre comme ça. Il faut aller chez le notaire, il y a un acte authentique, un compromis, etc., etc. Là, les cryptos viennent, et je vais en parler un petit peu après, dénotent complètement. Sur la bourse, c'est depuis 1600, la société néerlandaise des Indes. C'était la première fois que des particuliers pouvaient investir en bourse. De nouveau, ça fait des centaines d'années qu'on peut investir en bourse. Donc la bourse, elle jouit d'une confiance de la population, des investisseurs depuis plusieurs années, mais on doit acheter quand même une action entière. Tout le monde ne sait pas où acheter sa première action. Nous, effectivement, l'avantage, si on parle de Bitcoin, il y a les altcoins, attention, il ne faut pas confondre effectivement les deux, c'est qu'on peut commencer avec un petit montant, c'est assez facile. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de jeunes qui investissent en crypto? C'est parce qu'en quelques clics, en réalité, quand on sait sur quel site il faut aller, c'est assez simple. On ne nous demande pas beaucoup de choses. N'importe qui peut participer. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant. De plus, d'un point de vue purement investissement, le Bitcoin sur 16 ans, c'est un des actifs qui a un retour sur investissement qu'on n'a jamais vu auparavant. Donc effectivement, ça reste super intéressant de ce point de vue-là. En plus de toutes les propriétés, comme le fait qu'on peut faire des transferts d'argent, peu importe la somme, on n'est pas soumis à la censure, il n'y a pas de manipulation des informations. La blockchain, c'est ça aussi qu'on achète finalement quand on investit dans cet écosystème. C'est une immuabilité et c'est tout ça qui fait que c'est un bon investissement selon moi. Stéphane. Oui, alors moi je vais prendre ma casquette un peu technique. D'un point de vue construction de portefeuille, et là je vais peut-être plutôt m'adresser à des gens qui sont des gérants de fonds. En fait, c'est un actif qui est effectivement, qui est très concentré en risque. Mais quand vous investissez 100 dans du Bitcoin, vous ne pouvez pas perdre plus que 100. Et si vous regardez son comportement, en fait, en termes de risque rendement, il a un comportement qui ressemble beaucoup à une option. C'est-à-dire que vous pouvez miser et vous pouvez faire des multiples du montant que vous investissez. Donc, en ce sens-là, ce qu'on appelle le payoff, le retour sur investissement, ressemble énormément à ce qu'on peut faire sur une option. Sauf que vous n'avez pas de valeur temps. Dans une option, en général, vous avez ce mécanisme-là avec une fenêtre de temps dans laquelle vous devez avoir raison. Passer cette fenêtre de temps, si vous avez eu tort, ça vaut 0. Là, en fait, quelque part, vous pouvez garder votre actif 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, quasiment tout le temps par le passé. Si vous avez détenu du Bitcoin pendant 4 ans, vous n'avez quasiment jamais perdu d'argent. Et donc, vous pouvez avoir ce payoff sans avoir la notion de valeur temps que vous avez trouvée dans les options. Et ça, en termes de construction de portefeuille pour un gérant traditionnel, d'avoir une petite partie de son investissement là-dedans, c'est déjà très décorrélé de l'ensemble des autres actifs
Et en plus, ça lui permet d'avoir quelque chose qui peut, les bonnes années, booster énormément le rendement de son portefeuille. On a des personnes intéressées. Voilà, vous les avez convaincus. Caroline nous demande à quand une adoption massive des cryptos pour le paiement en boutique ? Oui, alors il y a déjà eu des initiatives qui ont porté leurs fruits, notamment. Alors le centre commercial de Beaugrenelle. À Paris, oui. Depuis 2022, c'était le premier. Et il a inspiré, après, je vais vous parler d'un cas pour un pays voisin à la France. Vous avez aussi, depuis novembre 2024, donc ça c'est récent, pour tous les magasins printemps. Donc maintenant, tous les clients peuvent payer en crypto. Ouais. Ça, c'est quand même une belle annonce. Vous avez aussi l'Or Tranquille à Tours. Vous avez aussi les Rives de l'Orne à Caen. Muse à Metz et Style à Saint-Étienne. Ouais, et alors, je veux dire que ça se multiplie. Ça se multiplie. Ouais. Et ce qui est intéressant avec un centre commercial, c'est qu'on ne parle pas juste d'une boutique, on parle de centaines de boutiques dès qu'un centre accepte. Et pour ceux qui seraient intéressés peut-être de dépasser les frontières, d'aller par exemple en Belgique, eh bien, nous avons aussi des centres commerciaux, les bastions du shopping à Tournai et Nivelles Shopping. De nouveau, c'est plus d'une centaine de boutiques qui acceptent aujourd'hui les cryptos. Si vous passez en Belgique, n'hésitez pas à utiliser vos cryptos. C'est intéressant, ces lieux qui commencent à s'y mettre. Je lisais les casinos Partouche aussi qui veulent s'y faire. On disait aussi que c'était beaucoup dû à leur clientèle internationale. Ça se multiplie, Stéphane ? Exactement. Alors on avait vu d'autres exemples comme aux États-Unis, il y a des transactions immobilières qui se sont faites en Bitcoin. Il y a des achats de voitures que vous pouvez faire en Bitcoin. Nous, on a participé à du paiement sur des marques françaises de textiles que je ne citerai pas. Mais effectivement, on voit de plus en plus d'initiatives. C'est finalement un moyen comme un autre de régler des achats. C'est vrai que l'aspect international tout de suite parle, parce que si vous êtes, je ne sais pas, australien d'un pays d'Asie et que vous n'avez pas forcément envie de faire de change et que vous allez dans une boutique parce que vous êtes en voyage à l'étranger, que ce soit en France ou n'importe où dans le monde d'ailleurs, et ben peut-être qu'avec ce petit portefeuille international, puisque c'est une devise internationale, vous allez être capable de faire des achats un peu partout. Donc évidemment, vous êtes très dépendant du commerçant qui accepte ce genre de paiement, mais à un jour ou l'autre, je pense que ça deviendra aussi facile, parce que derrière, il y aura des gens qui vont réceptionner l'Ether ou le Bitcoin, ça dépend de la devise dans laquelle le paiement est fait, qui auront une entreprise qu'ils utilisent qui va automatiquement convertir, parce que c'est vrai que souvent le petit commerçant il n'a pas vocation à accumuler du Bitcoin, même s'il pourrait avoir des vues personnelles, mais en tout cas à partir du moment où il aura le petit module où il peut accepter son Bitcoin, ce Bitcoin est automatiquement reconverti dans sa devise locale, que ce soit de l'euro ou n'importe où. Pour lui, ça sera juste un paiement comme un autre. Une question, je les multiplie parce qu'on en a pas mal finalement. Il nous reste 5 minutes. Sis nous dit, les expatriés peuvent-ils investir en crypto dans un pays ? Évidemment. Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. Il n'y a pas de frontière. Il n'y a aucune frontière. Et il suffit juste que localement, ils puissent avoir accès à un fournisseur de liquidités. Alors, il y a tous les pays développés, en gros, vous avez des grandes plateformes qui vont être disponibles. Il y a peut-être quelques pays dans le monde qui sont un peu plus délicats, mais s'ils sont expatriés, ils ont peut-être un compte, on va dire qu'on va parler d'un expatrié français, ces gens-là ont peut-être un compte en France. À partir de leur compte en France, ils peuvent investir. Il y a plein de plateformes en France, on en avait parlé la semaine dernière, qui permettent d'investir dans des cryptos à partir d'un compte euro. Morgane ? Oui, complètement. Et je pense que finalement, quand on veut choisir sa plateforme, on en avait parlé aussi la dernière fois, on regarde notre lieu de résidence, notre moyen de paiement, et en fait, on trouve ce qui convient. Par contre, c'est vrai qu'on a eu le cas avec des exchanges qui ont fermé dans certains pays. Donc, il faut toujours se tenir un petit peu au courant, mais en général, il y a quand même toujours du choix. Ouais. Nicolas Paul nous demande quelle valeur minimale cette fois pour Bitcoin, Ethereum et Solana en bear market. Morgane. Alors c'est très compliqué de répondre à cette question. Tout comme le niveau maximum aussi. Exactement. Alors pour l'instant c'est vrai qu'on regarde plutôt le bull run, on est très content des performances, mais c'est intéressant aussi de se dire bon après à un moment on va effectivement rentrer dans une période baissière, le bear market. Personnellement, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas jusqu'à combien le Bitcoin et les autres altcoins qui ont été mentionnés vont aller. Ce qui est sûr, c'est qu'on se rend compte qu'à chaque cycle, les ATL, all-time low, donc les niveaux les plus bas qu'on va partir chercher, mais ils sont quand même de plus en plus hauts. Oui. Donc, on pourrait quand même partir du principe qu'on ne descendrait peut-être pas en dessous du plus bas qu'a connu, par exemple, Bitcoin et les autres altcoins dans le cycle précédent en bear. Une autre règle que j'aurais, c'est plutôt de se dire, quand on aura fait notre plus haut historique,
je préfère me positionner par rapport à ça. Souvent, on s'est aperçu que les cycles baissiers qui ont suivi n'ont pas effacé plus de 80%. On va dire c'est un chiffre à la grosse parce qu'en fait, en fonction des devises, c'est un peu différent. Oui. Mais un bon ordre de grandeur, c'est de se dire là où sera le plus haut historique, vous faites moins 80% et ça vous donnera une petite idée du plus bas auquel on arrivera. D'accord. Et c'est très dépendant de ce cycle haussier dans lequel on est. Est-ce qu'il va aller un petit peu haut ou très haut? S'il va très haut, il y a des chances qu'on revienne sur un pourcentage de baisse important. S'il va pas très haut, on sera peut-être au contraire dans un pourcentage de baisse beaucoup moins important. Un peu plus raisonnable. On rappelle qu'en début d'émission, vous êtes parti sur un max entre 200 000 et 1,3 million. Mais en fait, c'est la beauté de ce genre de marché. Une fois qu'il part, on part dans une partie un peu irrationnelle. Oui. Et il faut vraiment être conscient de ça quand on investit. C'est des marchés qui peuvent être irrationnels, mais de même que le marché des matières premières est irrationnel, on est en train de vivre un moment assez similaire pour moi sur l'or. Alors évidemment dans une moindre mesure parce que c'est un actif qui est plus gros, donc qui est un peu plus difficile à bouger et qui est ancestral, donc il y a quand même une sorte de croyance derrière cet actif-là. Pour autant, si vous regardez ce qui s'est passé autour des années 2000-2005, on a eu un cycle comme ça qui s'est passé où on a eu une très très grosse croissance suivie d'une très grosse baisse sur le marché de l'or. Voilà. Donc quand on part sur ce genre de phénomène sur le marché crypto, on va juste beaucoup plus haut. Et on redescend souvent pas mal. Bon, on verra, l'avenir nous dira ce qui a fonctionné. Une toute dernière question, il nous reste 1 minute. Combien de cryptos existent, Morgane ? Il en existe énormément. Je pense que plus ou moins 25 000, c'était le minimum que j'avais entendu dernièrement, donc on en a énormément. Et il s'en crée énormément tous les jours. Et peut-être encore plus avec ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, Stéphane. Je pense qu'on est plutôt en centaines de milliers. Mais il y en a qui disparaissent en même temps et qui ne font rien. Alors en fait, moi ce que je regarde, c'est plutôt les cryptos dont la valorisation boursière vaut $1 million. Le chiffre il est un peu aléatoire, mais là vous en avez plutôt 2000. Donc là, des projets, on va dire, qui ont une taille raisonnable, vous en avez quand même beaucoup, beaucoup moins. Et parmi ces 2000, il y en a ce qu'on considère être 300 à 400 qui sont vraiment actifs. Et d'autres qui sont un peu là depuis un certain temps, qui valent toujours un certain montant parce que des gens sont là depuis très longtemps, ils sont attachés à leurs cryptos et donc ils veulent pas les faire baisser. Mais voilà, des projets actifs, il n'y en a pas tant que ça. C'est plutôt quelques centaines et des projets qui ont une valorisation, on va dire, raisonnable, suffisante pour exister, il n'y en a que 2000. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup d'avoir posé vos questions également à cette adresse crypto@bfmbusiness.fr. On vous répond tous les jeudis dans cette émission avec Morgane Ellandus, fondatrice de Crypto 360 et Stéphane Ifra, senior manager chez Coinhouse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. L'émission à retrouver en podcast et en replay. Je vous laisse entre les mains de Guillaume Sommerer. C'est BFM Bourse. Et passez une très bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.